Vous connaissez Régis Messac ? Il y a de grandes chances pour que non, et c'est dommage. Alors aujourd'hui, on va parler de lui, de son œuvre et de la France des années 30. Paix et félicité. Le roman le plus connu de Régis Messac est probablement Queen Zinzinzili ou Queen Zinzinzili ou comme vous voulez. Dedans, le narrateur Gérard Dumouriez est le seul survivant adulte à l'apocalypse. Il raconte d'une manière détachée et désabusée l'évolution du groupe d'enfants dont il s'occupait et avec lequel il s'est retrouvé coincé dans une grotte au moment de la catastrophe. Un groupe qui est livré à lui-même suite à l'effondrement de la civilisation à cause d'un empoisonnement généralisé au gaz hilarant. Comme le dit Régis Messac, l'humanité mourut en ricanant. L'apocalypse est utilisée par l'auteur pour montrer l'émergence d'une nouvelle civilisation, sur quelle base elle se construit, comment elle évolue, etc. Ici, elle est créée par des gamins un peu débiles qui n'ont plus d'encadrement et qui oublient ou ignorent les conventions du monde d'avant. Il façonne donc progressivement une nouvelle société avec son fonctionnement, ses valeurs et ses rites, mais qui sont construits à partir d'événements et d'actions que ces enfants ne comprennent pas ou qui sont le fruit du hasard. L'avenir de son peuple et des générations qui sortiront de Fidilin sera une suite de trouvailles grotesques. Évidemment, cette nouvelle civilisation est à mettre en parallèle avec la nôtre et permet de désacraliser ses fondements mêmes. Sous-entendu, notre monde repose peut-être sur des bases absurdes, il pourrait être intéressant de les remettre en cause. Que tirer de ce message ? Dans un premier temps, plus d'informations sur cet auteur qui reste méconnu, et ce malgré le travail incroyable pour maintenir sa mémoire et diffuser son œuvre qui a été réalisée par son fils Ralph et son petit-fils Olivier Messac, et aussi par la Société des Amis de Régis Messac. Mais qui était Régis Messac ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'ai choisi de vous parler de cet homme presque inconnu ? Déjà, Régis Messac n'était pas à proprement parler un auteur de romans de science-fiction, il était en fait plutôt touche-à-tout. Professeur, essayiste, écrivain et surtout journaliste français, et il s'est entre autres illustré dans les années 20 avec une thèse très remarquée sur le détective novel, ou roman policier. Il faut savoir que ce genre était très peu diffusé à l'époque et donc qu'en parler était plutôt nouveau en France. En parallèle de sa carrière d'enseignant, il a aussi écrit des essais théoriques sur la littérature, des romans policiers et de science-fiction, tout en écrivant régulièrement des articles, chroniques et critiques dans plusieurs journaux. De 1932 à 1940, il a été rédacteur en chef du journal Les Primaires, dans lequel il écrivait entre autres la rubrique « Propos d'un utopien ». Bref, il a écrit beaucoup, à de nombreux endroits, et l'éclatement de ses contributions explique peut-être un peu pourquoi il n'est pas resté dans les annales. C'est du journalisme total. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt ce qu'il a fait du côté de la science-fiction, et on va laisser de côté les autres supports. Comme c'est souvent le cas, quand il écrivait des romans de science-fiction, c'était moins pour écrire des romans que pour les utiliser pour parler d'autre chose. Il en a écrit 3 en tout, sans compter les nouvelles et les articles, dont Queen Zinzinzili en 1935, puis La Cité des Asphyxiés en 1937, et finalement Val Crétin en 1943. Les 3 décrivent une société imaginaire sinistre, post-apocalyptique pour Queen Zinzinzili, futur pour la Cité des Asphyxiés et éloigné géographiquement pour Val Crétin. Et vous allez sûrement dire que je radote, mais selon Régis Messac lui-même, une société imaginaire n'est jamais totalement imaginaire. Elle décrit, au moins en partie, la société de son temps. Il est donc sans doute permis de dire, dans l'ensemble, que ce sont les périodes d'incertitude, d'inquiétude, voire de souffrance, qui sont surtout favorables à l'apparition de récits de ce genre. Lorsque beaucoup d'hommes, la majorité des hommes peut-être, sont contraints de se replier sur eux-mêmes, ils cherchent dans leur imagination ce que la réalité leur refuse, et l'on voit fleurir les utopies. Et ouais, je pense qu'on peut dire sans se tromper que la période la plus active de Régis Messac, à savoir les années 1930, était quand même une période d'incertitude, d'inquiétude, voire de souffrance. Bon, déjà on va commencer par le plus évident. Je sais pas si vous êtes au courant, mais un petit moustachu un peu teigneux est devenu chancelier d'Allemagne en 1933. Si on reste uniquement en Europe, il y a les fascistes de Mussolini en Italie, qui déclarent d'ailleurs la guerre à l'Éthiopie en 1935. De 1936 à 1939, il y a la guerre d'Espagne qui sert au passage de terrain d'entraînement à une partie des pays d'Europe pour des guerres plus grosses à venir. Le tout sur fond de crise économique, celle de 1929, pour laquelle certains pays pensent que le seul moyen de s'en sortir est de faire la guerre. Pendant ce temps-là, la France est frappée par la crise aussi, accompagnée d'une crise de régime. C'est-à-dire un de ces moments où, faute de croire et de faire confiance au gouvernement ou éventuellement aux quelques alternatives modérées, on se tourne vers une source de pouvoir entre guillemets anti-système. Vers les extrêmes quoi.
Ça s'est traduit notamment par la journée du 6 février 1934, où il y a eu une énorme manifestation des ligues d'extrême droite, et où le coup d'État n'était apparemment pas bien loin. En tout cas, le gouvernement du moment n'y a pas survécu. Moi, les gens de droite, j'ai jamais pu les blairer. Il y a ni de droite ni de gauche en ce moment. On est grifton. Qu'est-ce que t'es dans le civil? Moi, je suis socialiste. Et moi, croix de feu, tu te rends compte? Seulement n'empêche que tu vas aller te bagarrer contre les dictateurs. Eh ben, et toi? Mais moi, c'est mes convictions. Moi, si je vais me bagarrer, c'est pour qu'on ne mette pas nous enquiquiner chez nous. Si on avait eu une France forte, naturliche. Les dictateurs t'en passaient pour leurs pommes. Seulement maintenant qu'ils veulent effacer les démocraties, tu commences à apprécier. Mais apprécier quoi? La liberté, petite tête. Non, la France. La France et la liberté, c'est la même chose. En 1936, c'est une coalition des mouvements de gauche, le fameux Front populaire, qui l'emporte dans un contexte de grève massive. L'expérience dure 2 ans, mais les effets de la crise de 29 et plusieurs autres facteurs, ainsi que l'instabilité du gouvernement, ont eu raison du mouvement. Il a disparu sous le gouvernement Daladier, un ancien de l'aile droite du Front populaire. Le tout, encore une fois, sur fond de montée des tensions en Europe et presque partout ailleurs. Le 30 septembre 1938, Daladier signe les accords de Munich entre l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l'Italie, qui autorisent Hitler à annexer des territoires en Tchécoslovaquie, la fameuse région des Sudètes. Cet accord est vu à la fois comme une trahison, comme un moyen d'empêcher la guerre, ou comme une mesure qui ne fait que retarder une guerre inévitable. Et donc en 1939... Bref, je vous fais pas de dessin. Ah, monde de merde. Petit retour en arrière. Dans une nouvelle de 1934 reprise dans Queen Zinzinzili en 1935, Régis Messac décrit de manière détaillée comment la guerre va se déclencher puis devenir mondiale. Selon lui, elle démarre en Asie, avec des tensions entre la Russie et le Japon en Mandchourie, qui a effectivement été envahi par le Japon en 1931. Puis une série d'erreurs, de révoltes, de manipulations et, évidemment, de guerres expansionnistes entraînent successivement la plupart des pays dans la guerre, chacun choisissant son camp. Ainsi, de l'Orient à l'Occident, les nations les plus puissantes, les mieux armées et les plus belliqueuses se succédaient et s'emboîtaient comme les dents d'un engrenage. Monstrueux engrenage d'une monstrueuse machine, dont le nom était guerre. Bon, ça va vous paraître bizarre ce que je vais dire parce qu'on imagine mal qu'il puisse en être autrement, mais je me lance. Régis Messac était contre la guerre. Plus que ça, c'était un pacifiste convaincu, membre de la Ligue internationale des combattants de la paix, ligue qui était tout simplement contre toute forme de guerre. En France, le pacifisme était très en vogue dès la fin de la Première Guerre mondiale, notamment auprès des anciens combattants et des intellectuels. Régis Messac était les deux, et comme beaucoup de ses compatriotes de l'époque, il ne voulait surtout pas revoir ça. Mais dans les années 30, avec la montée du fascisme, du nazisme, les coups d'État et interventions militaires en tout genre, la position pacifiste était de plus en plus difficile à tenir pour ceux qui étaient également antifascistes. Difficile de rester pacifiste dans un tel contexte de tension et de montée des régimes violents, et où la possibilité de résolution pacifique des conflits mondiaux paraissait de plus en plus improbable. You think I'm mad? Am I? 9 million people got slaughtered. And they're already talking about another war. And the next time, there'll be 90 million. And the world calls that sane. Well, then I want to be insane. Queen Zinzinzili est un roman profondément pacifiste. La guerre, déclenchée par des nations armées et belliqueuses, conduit à l'apocalypse, à la faillite de la civilisation. Et on voit dans les cendres de cette civilisation déchue la naissance d'une nouvelle, dont les doctrines grotesques qui se créent peu à peu ne sont peut-être pas plus grotesques que les doctrines qui ont provoqué la guerre. Vous l'avez compris, ce premier roman d'anticipation de Régis Messac dévoile sur le ton du sarcasme une vision pessimiste de l'humanité qui déclare la guerre au nom de principes, encore une fois, grotesques. Dans ce contexte de guerre qui se prépare et qui semble de plus en plus inéluctable, Régis Messac écrit plusieurs autres nouvelles de science-fiction dans lesquelles transparaissent également ses craintes et ses positions, notamment contre le repli nationaliste. Dans la nouvelle de 1936, Voyage en Uchronie, ce qui paraît grotesque à son narrateur, c'est l'idée qu'on pouvait s'entretuer pour savoir si l'on serait italien ou français, russe ou allemand, ainsi que les questions de frontières et de nationalité. À propos de la Première Guerre mondiale, le narrateur évoque un gaspillage sanglant à une chimérique défense de la nation, en réalité à la restauration d'un ordre des choses caduques, barbares et pourris. Dans les 14 points du président Ehrenberg en 1937, Régis Messac fait l'expérience d'une déclaration de paix au monde qui, je cite, « dans l'état où il est aujourd'hui, est de façon permanente en état de guerre ou de menace de guerre ». Cette arme grossière et primitive, ce bloc de quartz, je vois que ce sera l'ancêtre d'une longue série d'armes.
haches, massues, boomerangs, et puis les arcs, les flèches, et plus tard les catapultes. Et enfin les canons, les tanks, les bombes. L'enrobin vient de réinventer la guerre. Il ne lui a pas fallu longtemps. 1937 est aussi l'année de parution de son deuxième roman d'anticipation, La Cité des Asphyxiés. Dedans, le naïf Sylvain Lecateau se retrouve accidentellement projeté dans le futur à cause d'une machine créée par son ami inventeur. Il y découvre une société souterraine puisqu'il se trouve que la surface de la Terre n'est plus habitable, et il apprend progressivement son fonctionnement. Notamment le fait que l'air dans ce monde souterrain est entièrement artificiel et surtout distribué comme toutes les commodités publiques, l'eau, le gaz, l'électricité, moyennant paiement. Il comprend progressivement l'organisation hiérarchique de cette société essentiellement basée sur l'air. La classe dominante, les Bovrils, dispose d'un air de qualité, voire de luxe, et de fontaines d'air dans leur zone d'habitation. Pendant ce temps-là, on fournit un air rare et dénaturé aux zéroses, qui sont relégués dans des caves et exploités pour leur travail. La classe ouvrière donc. Un air dénaturé volontairement d'ailleurs, pour empêcher un développement physique et cérébral complet, et ainsi éviter toute ascension sociale ou révolte de leur part. Dans cette société, on retrouve aussi beaucoup de restes de la société tels que Régis Messac la connaissait, mais déformés, souvent de manière humoristique. Par exemple, cette nouvelle société s'appelle La Patrie, en référence à une vieille chanson qu'ils ont retrouvée et qui parle des enfants de la patrie. Les habitants donnent d'ailleurs leur sang pour la patrie, sauf que là le sang, S-A-N, c'est les excréments utilisés pour fabriquer l'air artificiel. Et oui, légumes mangeurs merdins, ils trouvent ça délicieux. Je pense que vous avez vu comme moi le parallèle avec les rites patriotiques et la hiérarchie sociale qu'on connaît, et la critique que l'auteur en fait en poussant le système jusqu'au bout et en mettant en évidence l'injustice de ses fondements. Comme le dit le narrateur, ce n'est plus leur pain que les hommes doivent gagner à la sueur de leur front, mais leur air. Non, je suis le spleen. Si vous voulez connaître mes pouvoirs, tirez sur mon doigt. Non, professeur, non. Régis Messac publie son dernier roman d'anticipation, Val Crétin, en 1943. Cette fois, ce n'est pas dans le futur que l'action se passe, mais ailleurs, dans une île lointaine du Pacifique Sud, où des explorateurs se rendent. Ils y découvrent une île peuplée de crétins, des créatures stupides et répugnantes. C'est pas explicite dans le roman, mais il semblerait que le récit de cette rencontre des explorateurs avec ces crétins est à mettre en parallèle avec le contexte de l'occupation, puisque Val Crétin a été écrit en 1942. Val Crétin serait la représentation d'une humanité dégradée, déshumanisée et immorale, semblable à celle que la collaboration a mise en évidence. Le roman n'a été publié qu'après la guerre, à titre posthume. Régis Messac a été arrêté en mai 1943 pour son appartenance au réseau de résistance Front National, où il participait à l'organisation d'une filière d'évasion de personnes soumises au service du travail obligatoire en Allemagne. Régis Messac n'a pas survécu à la guerre. Il est mort en 1945 en déportation. Dans ses romans d'anticipation, Régis Messac rend compte, comme le dit si bien Natacha Vazder, de l'insupportable mutation idéologique et politique de la société dans les années 30. Mais s'il écrivait, partout où il le pouvait, c'était surtout pour rendre la société meilleure. Pour lui, la première condition du perfectionnement social, c'est la critique de la société existante, de toutes les sociétés existantes, une critique sans merci. Une critique qu'il a formulée de nombreuses manières, y compris via la science-fiction. Un genre qu'il n'a pas choisi au hasard d'ailleurs, puisqu'il avait lui-même beaucoup écrit sur les usages des utopies. Il avait notamment qualifié de profondément réactionnaire Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, qui, selon lui, invite à faire machine arrière sur le progrès et où on était plus heureux ou du moins plus vivant dans l'ancien monde, c'est-à-dire dans le nôtre. Régis Messac, lui, ne nous invite pas à faire machine arrière au travers de ses écrits, mais à réfléchir sur le temps présent et aux moyens de le rendre meilleur. On aurait juste aimé en avoir un peu plus. Soyez heureux et à bientôt. Tu sais, je vais pas me laisser abattre, ni m'endormir réveillé. On a 100 000 raisons de se battre, 100 000 sanglots enragés. Lutte des classes, chaîne des masses, choc des casses, canon chargé, l'égalité traîne ses glaces sur les trottoirs déglacés. On va enfin tout faire péter. On a tenu les tribunaux, on a révisé les supplices. On s'est voté à leur niveau, l'homme de l'ordre et la justice. On a pendu des enfants, tiré dans le dos des salauds. Dis-moi c'est quand, mon commandant, qu'on a viré facho.